Bonjour à tous, bienvenue à cette balado numéro 7 où aujourd'hui on va parler de la valeur du conseiller, qui est un thème selon nous qui est très important. On a un invité qui est d'ailleurs là pour nous en parler, Félix Duchesne de chez Vanguard. Bonjour Félix. Bonjour Jean-Philippe. Bon, alors Félix va nous parler aujourd'hui là, d'une étude qui a été réalisée en 2018 par Vanguard sur la valeur ajoutée qu'un conseiller peut offrir à son client. Félix, qui est là pour nous en parler aujourd'hui, travaille chez Vanguard là, depuis 2016, je crois, c'est bien ça? Oui, tout à fait. 2016, et puis dans l'industrie des financières depuis plusieurs années, beaucoup d'expérience dans le domaine, détient le titre du CFA et ainsi que détenteur du MBA à l'Université Drexel en Pennsylvanie. Donc, un beau parcours. Et puis, évidemment, Félix, son rôle est directeur régional, c'est qu'il travaille avec les conseillers et il est là pour nous offrir un peu du support au niveau des produits de placement, mais également nous faire véhiculer des idées, des stratégies, puis des thèmes qui peuvent être à valeur ajoutée pour nos clients. Alors, sans plus tarder, Félix, maintenant, va nous parler aujourd'hui là, de cette étude-là de 2018 qui a certaines conclusions. Donc, on va les regarder tout de suite. Je te cède la parole. Merci beaucoup Jean-Philippe, puis merci pour l'invitation à ton balado. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Pour répondre un peu à ta question, puis pour te partager au niveau de l'étude là, de l'alpha du conseiller. Donc, pour résumer à haut niveau le concept derrière l'alpha du conseiller de Vanguard, ce que c'est en fait, c'est vraiment de réorganiser la proposition de valeur des conseillers en placement. Donc, plus spécifiquement, les conseillers en placement qui travaillent avec des comptes en horaires. Donc, comme ton auditoire peut être familier avec, les comptes en horaires, c'est généralement une entente de principe entre les conseillers en placement et leurs clients dans lequel le conseiller va charger, disons, un pourcentage de l'actif. Je donne un exemple au hasard, disons, on va dire, je charge 1% de l'actif sous gestion, puis ça va être une entente entre le conseiller puis son client. Puis si on regarde traditionnellement, un conseiller chargeait des frais honoraires c'est essentiellement pour les compétences d'investissement plutôt techniques du conseiller. Donc, par exemple, on disait va choisir les meilleurs titres, on va choisir Apple versus la Banque Royale, on va choisir un titre versus un autre, on va savoir quand sortir d'un secteur en particulier. Donc, ça faisait vraiment référence à ajouter de la valeur par rapport à un indice. Puis, quand on parle de l'alpha du conseiller chez Vanguard, donc c'est vraiment un modèle professionnel qui veut se concentrer plutôt sur la gestion de patrimoine, la planification financière, puis l'encadrement du comportement, qui est un aspect, selon nous, là, extrêmement important de la relation qu'un conseiller va avoir avec son client. Donc, ici, ce D'ailleurs, qu'on on le peut voit, voir. hein, frère Félix, on voit que l'encadrement du comportement ici, c'est celle qui semble, selon votre étude, générer le plus de valeur ajoutée pour un client. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est de loin la portion que le plus ajouté. Comme on peut voir, on a 7 points en fait dans l'alpha du conseiller pour un total quantifié de 3 puis on a 5 éléments là, dans lesquels on a réussi à mettre vraiment un montant un peu plus spécifique, là, comme la mise en place efficace, comme on peut voir au niveau des coûts, le rééquilibrage, l'encadrement du comportement, comme tu mentionnais, qui est le plus important. Puis quand on parle de l'emplacement des actifs, les stratégies relatives au retrait, ces deux éléments-là, c'est essentiellement l'optimisation de la fiscalité. Donc, je ne suis pas fiscaliste, puis je sais que tu as eu par le passé là, des invités très compétents Oui. pour parler du terme, donc je ne veux pas embarquer là-dedans, mais l'idée, c'est juste de dire qu'on croit que la fiscalité est un élément important là, Et de l'alpha du conseiller. qui est souvent laissé de côté par plusieurs clients hein, quand on reçoit des états de compte de sociétés de courtage direct où les gens gèrent leur propre placement. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a il y a des erreurs là, qui sont faites. En fait, on va acheter des titres qui sont absolument pas fiscalement efficients. Et ultimement, ben, le rendement dans un compte non enregistré, hein, ça se passe après impôt, c'est pas avant impôt. Alors, quand on est freiné constamment par une inefficience fiscale, on ne s'en va pas nulle part. Et donc, c'est effectivement de la valeur ajoutée, ça, qu'on est capable d'offrir, nous, à nos clients. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, ben justement, parlant du comportement des investisseurs, j'avais une petite anecdote je ne sais pas, toi, si tu veux la commenter, celle-là. Je sais que c'est une étude qui vient de JP Morgan et qui est renouvelée annuellement. Là, on a, en fait, ça, c'est la dernière mise à jour. C'est vrai que je dis que c'est annuel, mais en réalité, la dernière mise à jour, elle date de 2018, mais qui montre sur une période de 20 ans, quand même quelque chose d'assez étonnant. Veux-tu le commenter un peu?
Oui, tout à fait. En fait, c'est ça, on a l'équivalent là, chez Vanguard. On a fait des études, là, que ce soit aux États-Unis, au Canada, dans différents pays qu'on opère en Australie, au Royaume-Uni. Puis ce qu'on a vu, c'est que dans tous les marchés, l'être humain est similaire. Donc, ils appellent ça un peu le gap comportemental, là, c'est-à-dire que la majorité des investisseurs vont sous-performer les fonds ou les placements dans lesquels ils investissent. Donc, que ce soit c'est pas nécessairement relié à la gestion active ou l'indicielle, que ce soit des fonds négociés en bourse ou des fonds communs, on voit la même chose. Les gens vont sous-performer les fonds dans lesquels ils investissent. Donc, ce qui arrive, pourquoi ça arrive, c'est que les clients tendent à vouloir acheter quand le marché a monté, puis ils vont vendre quand le marché baisse. Donc, par conséquent, ils vont sous-performer leur rendement. Puis ce qu'on peut voir, c'est que de manière générale, les investisseurs qui travaillent avec un conseiller en placement, qui ont eu un plan financier, vont être moins sujets à ce risque-là. Je sais que de ton côté, je crois dans ta pratique, Jean-Philippe, si je ne me trompe pas, tu fais des plans financiers aussi avec tes clients Ouais. individuels, tu vois? Ben, exact. Puis le plan financier permet de rendre l'opération de placement très rationnelle. C'est-à-dire que souvent, on va être tenté de vouloir accélérer son enrichissement avec des meilleurs rendements, alors que souvent, le plan financier va démontrer qu'on n'a pas besoin de faire ça parce que le client épargne assez, le client va avoir des revenus à la retraite selon ses différents plans de rente. Et souvent, c'est étonnant de voir les surplus successoraux qu'un client va être capable de générer avec des rendements quand même assez faibles. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir des rendements faibles, mais la question, c'est qu'un client n'a pas besoin toujours de prendre des raccourcis pour essayer d'aller améliorer son rendement. Puis de toute façon, même s'il le fait, on voit le résultat ici qui est assez flagrant. Si on avait investissement, ben, c'est l'investisseur qui gère ses placements lui-même qui serait la pire des classes d'actifs. Il ne serait même pas capable de faire le rendement de l'inflation. Il y aurait un rendement, il aurait connu un rendement de 1,9 alors que l'inflation a fait 2,2. Pendant ce temps-là, le S&P 500, l'indice des actions américaines, faisait 5,6. Et puis, j'ai un exemple à discuter par rapport à ça, c'est que, je ne sais pas si on se rappelle, durant la crise de la COVID, quand ça a éclaté en mars 2020, évidemment, il y a eu une panique qui s'est emparée des marchés financiers, puis ça avait chuté de façon très, très importante. Je pense qu'on avait été en recul de plus que 30 là, sur les indices américains en l'espace de même pas un mois ou à peu près. Alors, évidemment, j'ai commencé à avoir beaucoup d'appels là, des clients qui paniquaient et qui voulaient sortir. Donc, j'ai évidemment réussi à en retenir plusieurs, mais il y en a quand même certains qui ont insisté de sortir du marché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que le marché est revenu très, très rapidement pour finir en hausse en 2020. Fait que finalement, le marché américain, malgré la baisse qu'il avait connue en mars, a rattrapé toutes les pertes et très rapidement. Donc, les clients qui étaient qui étaient allés en encaisse en attendant là, que tout se calme, ont laissé de côté des sommes faramineuses. Et ils se retrouvent aujourd'hui, quand on fait des lectures de rendement 5 ans, ces clients-là ont des rendements atroces parce qu'ils se sont tellement tirés dans le pied en faisant ça et rembarqués dans le marché beaucoup plus tard, alors que les marchés avaient déjà connu la hausse. Donc, ce biais comportemental qu'ils ont eu a finalement tout défait un peu là, les rendements là, que le client voulait atteindre. Donc, nous, c'est notre rôle, effectivement, de ramener le client dans le rationnel. Ce n'est pas quelque chose qui est assuré. Des fois, les clients insistent. On ne peut pas quand même, on ne peut pas tordre le bras du client s'il veut sortir, mais en même temps, on arrive souvent à, justement, avec notre rôle conseil, notre aspect rationnel, à justement aider le client à regarder ça sur une base un peu plus détachée. Alors, voilà, c'est un peu l'anecdote que je voulais conter là-dessus. C'est un très, très bon exemple, Jean-Philippe. En fait, c'est ça si on me permet l'expression, pour faire du pouce un peu sur ce que tu viens de dire. Quand on parle de l'encadrement du comportement puis la valeur que ça l'ajoute pour les clients qu'on mentionne, c'est 150 points de base, ça ne se veut pas quelque chose de linéaire, c'est-à-dire qu'à chaque année, le client reçoit 150 points de base de valeur. Peut-être pendant quelques années, il se passe plus ou moins grand-chose. Le client va pas nécessairement voir ce qui se passe, mais comme tu as mentionné, en 2020, tes clients qui voulaient sortir, puis que tu as réussi à leur garder le cap en disant, voyez, on a un plan, vous êtes un profil 60-40, on maintient le cap. Mais cette année-là, tu as peut-être ajouté 2000 points de base de valeur ou Ouais. 1500 points de base de valeur. Donc, ça se veut un peu. C'est pas nécessairement quelque chose de linéaire. Je pense que c'est important de le mentionner, mais c'est une excellente anecdote. Merci de l'avoir Ouais, partagé. ouais, ouais.
Donc, là, tu viens de dire qu'on vient d'ajouter, on peut ajouter 1500 à 2000 points dans un marché baissier. Et puis souvent, hein, je crois, les clients vont comparer nos frais à la performance. Et lorsque les marchés sont baissiers, ils vont se poser la question pourquoi ils nous payent. Euh, Toi, est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus? Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est ça ce qu'on voit comme un peu comme problématique, en fait, avec l'ancienne proposition de valeur qui était basée essentiellement sur la performance puis battre un indice. C'est que généralement, lorsque le marché va être baissier, puis que les clients ont des comptes en horaire, bien, ils vont se demander, bon, mais pourquoi je paye mon conseiller si mon portefeuille baisse? Mais en réalité, si vraiment on focus sur l'alpha du conseiller, l'encadrement de comportement, on voit que la valeur ajoutée est même plus élevée dans cette période-ci parce que le conseiller en placement qui va encadrer son client puis le garder investi va ajouter beaucoup de valeur à ce moment-là en réalité. Très bien, intéressant. Ce qui nous amène aussi au sujet là, qu'on entend beaucoup parler dans les dernières années là, des robots investisseurs, des conseillers robots, c'est-à-dire que c'est des offres en ligne qui permettent finalement là, à un client de faire gérer ses placements par une plateforme entièrement automatisée. Et je voulais avoir tes commentaires là-dessus. Oui, oui, c'est un thème vraiment d'actualité. Si on regarde aux États-Unis, il existe là, énormément là, de conseillers robots ou ce qu'on aime plutôt appeler l'offre digitale chez Vanguard. Donc, il y a plus de 20 offres digitales aux États-Unis. Au Canada, il y en a aussi plusieurs. La plupart des grandes banques, dans leur division de courtage, ont même mis des services un peu similaires là, ou qui Wealthsimple, ressemblent on pourra beaucoup. la nommer. On ne pas la Oui, nommer. pour ne pas la nommer, oui, Wealthsimple. Donc, c'est vraiment quelque chose qui croît beaucoup. Puis selon nous, comme on peut voir sur le graphique, là, selon nous, c'est pas nécessairement une compétition directe dans le sens où ce que puis là, je veux justifier mes mots parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui serait d'accord avec ça, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des offres de services différentes. Donc, au même titre là, on peut y aller, disons, avec un offre digitale pure et simple, puis on peut y aller avec une gestion de patrimoine encadrée totale. Donc, selon nous, la meilleure façon pour laquelle un conseiller en placement peut se démarquer puis se protéger, si on veut, de la menace, entre guillemets, là, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, mais de l'offre digitale, c'est vraiment de se concentrer sur l'alpha du conseiller. Donc, ce qu'on vient de parler là, dans les 10 dernières minutes, c'est-à-dire la gestion de patrimoine, la planification financière, successorale, l'encadrement du comportement, puis vraiment de se concentrer aussi sur la relation client, connaître son client, puis bâtir, puis maintenir la confiance. Puis l'autre point aussi, c'est comme on peut le voir sur les différents graphiques, c'est qu'il y a des choses au fur et à mesure que l'actif sous gestion puis un individu augmente son patrimoine, sa situation devient de plus en plus complexe. Puis il y a certaines choses qui pourront juste pas être prises en charge par l'offre digitale. Donc, on le voit un peu là, sur le graphique, là, quand on parle de tous les services fiduciaires, planification successorale ou les stratégies de dons. Donc, c'est quelque chose qui, selon moi, est quand même un point important à mentionner. Une autre chose que je mentionnerais aussi par rapport à ça, c'est que chez Vanguard, on a fait beaucoup d'études en fait sur les offres digitales puis les services conseils avec un conseiller en placement avec humain. Puis j'ai trois statistiques en fait à vous partager que je pense qui est vraiment intéressante. La première, c'est que 93 des investisseurs qui font affaire avec un conseiller en placement préfèrent et veulent rester avec un conseiller versus considérer une offre digitale. Tandis que 88 des clients investisseurs qui font affaire à une offre digitale seraient prêts à transférer avec un conseiller en placement. Donc, je pense qu'il y a une différence marquée ici. Puis, une autre statistique qu'on trouvait intéressant aussi dans nos études qu'on a fait, c'est que les investisseurs qui font affaire avec un conseiller en placement versus une offre digitale, il y a 3 fois plus d'investisseurs qui font affaire avec un conseiller en placement qui mentionnent une plus grande paix d'esprit en travaillant avec leur conseiller. Donc, c'est quand même assez majeur, puis je pense que c'est des faits importants à considérer quand on pense à l'offre digitale versus un conseiller humain.
Donc, avis à ceux qui font affaire avec une plateforme en courtage à direct, les 88 ben, vous pourrez nous communiquer avec nous. On pourra vous parler un peu de la valeur ajoutée qu'on peut vous offrir. Tout à fait. Et pour terminer, Félix, peut-être nous parler un peu d'intelligence artificielle. Comment tu vois ça, toi, l'intelligence artificielle venir s'intégrer à notre modèle d'affaires? Oui, en fait, l'intelligence artificielle, au même titre que toute révolution technologique qu'on a vécue par le passé, la première question, la première inquiétude, généralement, c'est toujours de se demander, est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer? Est-ce qu'on va perdre nos emplois? Puis c'est quelque chose qui est beaucoup demandé là, dans le secteur du courtage puis des services de gestion de patrimoine. Puis chez Vanguard, on a fait beaucoup de recherches au niveau de l'avenir du marché du travail. Puis, ce qu'on réalise, en fait, c'est que de manière générale, l'arrivée de nouvelles technologies, ce que ça fait, c'est que ça nous permet, en fait, de nous concentrer sur la valeur ajoutée qui est typiquement humaine. Donc, nous, on croit que les conseillers en placement, grâce à l'intelligence artificielle, vont devenir plus efficients, plus productifs. Par contre, ils ne vont pas nécessairement, ils vont pas disparaître, ils vont juste pouvoir se concentrer sur ce qu'on croit qu'il y a encore plus de valeur à acheter. Donc, tout ce qui est humain, l'intelligence émotionnelle, bâtir la confiance, puis les éléments qu'on vient de discuter là, dans les dernières 15 minutes. La proactivité également, bien connaître le client, tous des éléments qui sont quand même difficiles à moduler avec une simple plateforme d'intelligence artificielle. Donc, Oui, tout à bien fait. écoute, merci. Est-ce que tu avais d'autres choses pour finaliser, Félix? On a fait le tour, je crois, là, des différents éléments qu'on voulait couvrir aujourd'hui. Non, en fait, je crois qu'on a bien fait le tour de la discussion. Je te remercie beaucoup là, pour l'invitation. Comme je le mentionnais, on croit beaucoup à la valeur du conseil. Et effectivement, on a parlé là, de l'alpha du conseiller. C'est une recherche qu'on a fait. On a fait aussi de la recherche au niveau des offres digitales versus un conseiller en placement. Dans ces recherches-là, on a demandé nous-mêmes aux clients c'était quoi la valeur ajoutée qu'ils percevaient de leur conseiller en placement versus une offre digitale. Puis dans ces recherches-là, ce que ça démontrait, c'est que les clients eux-mêmes évaluaient que leur conseiller en placement ajoutait 5 de valeur ajoutée versus 3 pour les offres digitales. Donc, c'est intéressant de voir que c'est ça, la valeur du conseil est là. Puis, c'est seulement de mieux la communiquer dans notre industrie, je crois. Très bien, très bien. Alors, écoute, merci, Félix. Ce fut un plaisir et puis, bien, j'espère que cette balado vous a été d'un intérêt et on sera évidemment au poste pour des prochains sujets au cours des prochaines semaines. Merci et à bientôt.